Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de À voir. On est au mois de février, du coup fin février. Je vais revenir sur quelques recommandations culturelles, cinéma, musique, littérature que j'ai eu pendant le mois précédent. Du coup là c'est le mois de février. Ce mois-ci, j'ai regardé pas mal de films, mais surtout des films qui datent d'avant 2023. Déjà parce que j'avais l'impression d'avoir raté quelques bons petits films, dont un en particulier qui s'appelle Micro-Habitat, qui est réalisé par Chon Ko-woon, qui est une réalisatrice coréenne. Et ce film, j'en avais beaucoup entendu parler, notamment parce qu'il a cette particularité qui n'en est pas vraiment une, mais il faut quand même le souligner, c'est qu'il est réalisé par une femme coréenne. Et on le sait, en Corée notamment, les femmes sont vachement moins mises en avant que les hommes dans le cinéma. Et du coup, de quoi parle Micro-Habitat? On suit une jeune femme qui s'appelle Miso, qui a 31 ans et qui habite en Corée, du coup. Le truc, c'est qu'elle est extrêmement pauvre. Mais quand je vous dis pauvre, c'est genre, elle n'arrive même pas à payer un 4 mètres carrés, un 5 mètres carrés. Genre vraiment, c'est une minuscule petite pièce. Vraiment, c'est la galère pour elle. Son propriétaire décide d'augmenter le loyer parce qu'il y a une hausse générale des prix. Ça fait penser à des petits trucs qu'on vit aujourd'hui. Mais en Corée, c'est des choses qui sont vécues depuis pas mal d'années. Elle décide du coup de quitter son loyer parce qu'elle a à côté de ça une addiction à la cigarette et à l'alcool. Du coup, elle va faire un truc, c'est qu'elle va aller chez ses amis en fait. Elle va à chaque fois, ça c'est assez cool. Le film est découpé en plusieurs parties où à chaque fois, elle va aller chez ses différents amis et puis il va se passer 2-3 trucs. Je vais pas vous en dire plus parce que vraiment j'étais assez étonné de voir la tournure que le film prenait et j'ai été très impressionné. Le film est vraiment très beau. Ça a été une assez grosse claque, je m'attendais pas du tout à ça parce que le film paraît très simple dans sa mise en scène et dans ce qu'il veut montrer comme ça au premier abord, mais au fond il est très intelligent, très bien écrit. Autre film que j'ai découvert ce mois-ci, mais c'était plus à la toute fin du mois de janvier, mais on va dire que ça compte pour le mois de février, c'est La Famille Asada, film japonais, film que j'attendais pas mal dans un sens parce que j'avais vu beaucoup de gens qui en parlaient et beaucoup en bien, qui raconte l'histoire vraie de Masashi Asada, qui est un photographe qui a décidé avec sa famille de réaliser leurs rêves en photo. Par exemple, son père voulait être pompier, du coup ils se sont dit ben go, on va aller dans une caserne de pompiers, on va faire un shooting photo dans la caserne de pompiers. La première partie du film du moins parle de ça, parle des rêves qu'on immortalise avec les photos et le fait que ça les rend éternels au final. Les rêves ils ont beau être dans la tête des gens, ben grâce aux photos on arrive à les immortaliser comme s'ils avaient vraiment existé. Et je trouve ça très beau comme morale. Il y a plein de choses dans le film que je vais peut-être pas vous dévoiler parce qu'il y a plusieurs parties dans le film. Le film est extrêmement bien découpé parce que chaque fois il t'apporte un concept différent. Et je trouve ça vraiment très beau, j'ai trouvé ça très touchant. J'ai beaucoup aimé aussi le rapport avec la famille qui est présent dans le film, le rapport avec les souvenirs, le rapport avec ce qu'on laisse aussi derrière nous au fil des ans, même après notre mort. Et voilà, je vous parlerai de ce film un petit peu plus dans une autre catégorie de la vidéo, vous verrez. Restez jusqu'à la fin, hein. Vraiment il y a des trucs très cool qui arrivent. Le troisième film dont je voulais vous parler, c'est L'Astronaute de Nicolas Giraud. Alors ce film je l'attendais pas du tout, ça me donnait pas forcément envie, j'avais l'impression qu'on avait affaire à un film qui voulait vraiment être ultra larmoyant, un film qui se voulait inspirant, mais inspirant forcé, dans le sens regarde, faut croire en tes rêves, ce genre de truc. Mais au final c'était un peu de ça, mais c'était plutôt bien fait et plutôt intéressant. En fait on suit ce gars qui bosse chez Ariane Group, du coup grand constructeur de fusées français, qui a décidé de construire une fusée chez lui en amateur et qui pour ce faire va faire appel à un ancien astronaute et les deux vont collaborer, ils vont essayer de monter une petite équipe avec d'autres personnes et souvent des gens rejetés. Je sais qu'il y a par exemple un chimiste qui est un mec qui sort un peu de nulle part, il y a une mathématicienne qui a été rejetée de plusieurs concours de grande école. C'est toute cette équipe qui se donne un coup de main pour créer un projet qui est impossible en fait. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est le côté très réaliste. On ne parle pas d'un film où c'est le mec qui va chercher des petits trucs, qui t'explique vite fait comment c'est fait. Non là vraiment il t'explique le moindre détail de calcul, comment est-ce qu'ils vont monter la fusée, tout ça. Enfin c'est ultra bien fait. Il y a aussi toute la morale du film que j'ai beaucoup aimé, notamment le fait que Nicolas Giraud joue le rôle principal et aussi réalise le film. On avait un peu l'impression que c'était lui qui dans un sens faisait un truc très méta où c'est un réalisateur qui veut se donner à fond dans un projet, même s'il est impossible ce projet, il veut se donner à fond, il veut y arriver. J'ai vraiment adoré le parallèle entre son personnage qui du coup a ce rêve impossible d'aller dans l'espace et du coup le réalisateur qui a ce rêve de réaliser un film, de le produire et de le diffuser au cinéma et qui dans un sens les deux sont assez similaires en termes de chances de réaliser parce qu'on rappelle que réaliser un film c'est pas facile et surtout réaliser un film qui finit au cinéma c'est encore plus compliqué. C'est très inspirant, voilà. C'est pas comme j'ai dit au début inspirant en mode c'est larmoyant, on a envie de te faire chialer. Non là c'est vraiment inspirant. Le film te présente une histoire et à la fin tu te rends compte que ça t'a servi aussi beaucoup à toi. Celui-là il est forcément en salle, en plus je pense qu'il a été très bien distribué. Bon, vous vous en doutez, il manque un film, évidemment The Fablesman qui est sorti cette semaine, le nouveau film de Steven Spielberg. Je viens à peine de sortir de la séance, là je suis encore plein d'émotions, enfin je sais pas comment dire ça, c'était vraiment une sacrée expérience, une sacrée claque. Je pensais pas que Steven Spielberg pouvait encore revenir et encore proposer de la qualité, encore proposer des films aussi pertinents après tant d'années, après même des films qui ont pas forcément convaincu tout le monde. Et je sais pas pourquoi, mais depuis West Side Story, je me doutais qu'il était sur une pente ascendante. Ça confirme exactement ce que je
je pensais, The Fablesman est une réussite. Donc pour ceux qui n'ont pas trop suivi par rapport à The Fablesman, ça raconte une histoire semi-biographique de l'enfance de Spielberg. Du coup, c'est la famille Fableman, où on suit l'histoire pendant le film du jeune Sammy Fableman. Il se découvre une fascination pour les images impressionnantes et il décide alors de les réaliser lui-même. Et c'est assez fascinant et c'est à la fois très complexe parce qu'on a aussi une réflexion sur l'art, une réflexion sur ce qu'on va laisser derrière soi, une réflexion aussi sur les choses qui nous tiennent à cœur et les choses qu'on a envie de concrétiser. Personnellement, j'ai trouvé le film magnifique déjà parce qu'il parle d'un petit gars qui a envie de faire des films, mais c'est quelque chose qui bizarrement me touche pas mal. Mais je pense qu'il est tout autant accessible pour des gens qui ne sont pas du cinéma, qui n'y connaissent absolument rien. Et encore une fois, bravo Steven Spielberg parce que même après tant d'années, il arrive toujours à nous faire rêver. On passe maintenant à la partie musique, les albums que j'ai écoutés ce mois-ci, que j'ai beaucoup aimé, et il y en a eu énormément. Vraiment, j'étais assez étonné. Il y a eu beaucoup même d'albums qui aujourd'hui font partie de ces albums que je pense qu'ils vont me tenir jusqu'à la fin de l'année tellement ils étaient excellents. Je pense notamment à un album, c'est Desire, I Want to Turn Into You de Caroline Polachek. J'ai eu la chance de voir en concert la semaine dernière à la salle Playel à Paris. C'est vraiment l'artiste que je suis depuis très longtemps et j'avais adoré son premier album du projet solo qui s'appelle Peng, qui est excellent. Il y a des sons dedans comme Door ou Ocean of Tears qui m'ont énormément marqué et du coup j'attendais forcément énormément cet album. Il y a eu des premiers titres qui datent il y a je crois 2 ans, un truc comme ça. C'était Bunny the Rider qui est un son incroyable que j'avais beaucoup écouté, qui est très pop. T'as vraiment envie d'écouter en boucle tellement il est très bien construit. Ensuite il y a eu d'autres singles comme Welcome to My Island, Billions, Blood and Butter, vraiment des sons excellents à chaque fois. Vraiment j'étais surpris parce qu'elle sortait, on va dire là ces derniers mois elle en a sorti je pense 3 ou 4 et à chaque fois c'était des sons qui étaient excellents. L'album va être parfait au final et au final l'album était parfait. L'avant-dernier single, un truc comme ça est sorti, je me suis dit vas-y faut que je prenne une place pour la tournée parce que sinon je vais le regretter. Je sais que c'est un album que je vais adorer. Je reviens à l'album vite fait. J'aime beaucoup parce que c'est une artiste qui a beaucoup d'influences et qui adore les utiliser. Elle est souvent classée dans l'hyperpop, donc la pop très moderne et très avant-gardiste on va dire par rapport à la pop qu'on écoute au quotidien par exemple. Il y a aussi beaucoup d'influences de musique électronique qui viennent du monde de la techno, de la house ou des influences de musique classique parce qu'elle a une voix qui est très forte, très aiguë et c'était pour ça aussi qu'elle a été choisie pour la salle Playel. C'est qu'elle a vraiment une voix qui fait penser au domaine de l'opéra et même un univers qui fait penser au domaine de l'opéra. Ces deux genres mélangés forment quelque chose de très particulier, de très intéressant. Je vous recommande fortement. Pour moi c'est très très loin pour l'instant l'album de l'année. Mais voilà, j'ai beaucoup trop parlé d'elle, on va passer à l'album suivant, c'est Raven de Kelela. Kelela, j'avais entendu beaucoup de singles au cours de ces derniers mois qui m'avaient beaucoup intéressé parce qu'il y a une production qui est très intéressante, très particulière. Genre c'est du R&B alternatif, mais je sais pas trop comment décrire ça. C'est très intéressant parce que c'est un énorme travail de production. Là on est, je pense, un peu sur le contraire de Caroline Polachek. Là on est vraiment forcé sur la production. Je me souviens l'avoir écouté dans la voiture et une voiture on sait que ça a souvent des basses qui sont un peu plus élevées que la normale quand tu l'écoutes dans un casque ou dans des AirPods. Et vraiment c'est très impressionnant à quel point les basses étaient très bonnes et en même temps très clean. Et vraiment c'était excellent. J'arrive pas trop à décrire ce que j'ai ressenti et même un petit peu le genre qui est exprimé dans cet album. C'était vraiment excellent. Enfin, j'ai passé un super moment pendant l'écoute. Et le dernier album, il est là, c'est This Is Why de Paramore. Paramore, je pense que vous connaissez, parce que c'est quand même un très grand groupe qui a énormément marqué les années 2000 et les années 2010 aussi. Personnellement, c'est un groupe qui m'a toujours énormément fasciné. J'ai beaucoup aimé chaque période de leur carrière. Je pense à la période qui était très pop-punk, vous voyez, bien rock et tout, ça c'était très cool. C'est une période qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance. J'ai beaucoup de sons que j'ai beaucoup écouté, comme Misery Business ou Decode, du coup, qui sont vraiment très très bons, que j'écoute toujours aujourd'hui. Ou très récemment, avec leur album After Lauser, dans lequel j'avais adoré Hard Times, qui est un son que j'ai beaucoup écouté, qui là est vraiment dans un truc un peu plus funk pop et qui est toujours aussi excellent. Mais là justement, et ce qui fait que j'ai adoré cet album This Is Why, et ce qui fait que c'est, je pense, un de mes préférés, peut-être qu'il grandira comme étant mon préféré, c'est que c'est un mélange de tout. C'est un mélange de leur influence des années 2000, un mélange de pop-punk, mais aussi un mélange de sons, comme dit, plus funk, plus pop, plus dansant, à chaque fois avec des sujets très lourds, et c'est ça que j'aime beaucoup avec Paramore, c'est qu'ils ont beau faire de la musique qui est très dansante, très prenante, ça reste quand même des sujets qui sont bien plus complexes et bien plus sombres que ça. C'était une grosse surprise pour moi, parce que je m'attendais pas à ce que Paramore continue à faire de la qualité alors qu'ils ont plus de 20 ans de carrière, et c'est très rare, et ça faut le souligner aussi dans l'histoire de la musique. C'est très
très rare qu'un groupe arrive à tenir autant de temps. Parce qu'on sait que très rapidement, un groupe ou un artiste perd en qualité au fil des années, parce que forcément, il perd de l'inspiration, il n'a plus forcément le même rapport à la musique qu'il avait au début. Et de voir que Paramore arrive à toujours être pertinent, voire limite plus pertinent qu'à l'époque aujourd'hui, je trouve que c'est excellent, et vraiment, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire par la suite. On passe maintenant à la partie livre, et je vous avais dit avant, quand on a parlé de la famille Asada, que j'allais revenir sur la famille Asada plus tard dans la vidéo, et c'est avec la partie livre, parce que pour ceux qui ont vu le film ou pour ceux qui ne l'ont pas vu, comme je vous ai dit, le film parle du coup de ces photos prises par Masashi Asada. Il a publié un livre bien avant la sortie du film, parce qu'ils en parlent dans le film de la sortie de ce livre. C'est d'ailleurs ce qui a fait qu'il est devenu connu, parce que le livre a beaucoup donné de lumière à son travail. Il a même gagné des prix qui sont genre vraiment très importants. Et du coup, j'ai acheté le bouquin, et j'étais trop content parce que j'ai vu qu'il y avait un site de revendeur de livres japonais en France qui le vendait, qui s'appelle Hanabi, je crois, si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez acheter le livre d'ailleurs. Et vraiment, ça reprend les photos qu'on voit dans le livre, mais sauf que c'est les vrais. C'est parce que ça aussi, c'est un point qui est incroyable dans le film, c'est qu'ils ont refait les photos à l'identique, au même endroit, avec du coup les acteurs du film. J'avais du mal au début à me dire, ah ouais, c'est ceux du film ou c'est ceux du truc. Et là, vous voyez vraiment, j'arrive pas à tenir mon livre, l'univers de Masashi Asada. C'est à chaque fois assez comique, c'est des mises en scène, c'est ultra bien éclairé. Et vraiment me dire que le mec, déjà, il a fait ça, il avait fait, si je dis pas de bêtises, des études de photographie, mais de savoir que c'est un mec seul qui a fait ça avec sa famille, un mec qui a fait ça tout seul, et c'est ultra beau, genre la lumière elle est excellente là-dessus, par exemple sur son visage. Pour un photographe amateur, c'est excellent. On passe à une autre catégorie, une nouvelle catégorie. Je sais pas encore comment je vais l'appeler, peut-être une sortie, un conseil de sortie, un truc comme ça, ou une expo, je sais pas. Et là, on va parler d'une rétrospective, et ça va plus parler à mes amis parisiens. Je sais pas si on est amis d'ailleurs, mais aux gens qui vivent sur Paris. Du coup, c'est une rétrospective à la Cinémathèque sur un de mes réalisateurs préférés de très loin, qui est Hong Sang-soo, réalisateur coréen, qui a du coup sa rétrospective complète. Si je dis pas bêtise, je crois qu'il y a tous ces films à la Cinémathèque de Paris, forcément, jusqu'au 5 mars. Voilà, j'ai la date, jusqu'au 5 mars. J'ai pas eu la chance d'y aller, forcément, mais juste de me dire qu'elle existe, il faut vraiment que je vous le partage, il faut vraiment que vous découvriez ce réalisateur. Et si vous avez la chance de le découvrir en salle, dans d'excellentes conditions, parce que c'est quand même à la Cinémathèque française, je vous le recommande. Et par là même, je profite de cet aparté sur la rétrospective Hong Sang-soo pour vous parler du film La Romancière, le film et le heureux hasard, qui est sorti en salle la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, mais qui a été pas ultra bien distribué. Mais voilà, c'est son dernier film, je vous le recommande fortement aussi. C'était de très loin un de mes films préférés l'année dernière. J'ai beaucoup repensé, j'ai beaucoup cogité ces derniers mois, et je l'aime encore plus avec le temps. On va passer à la dernière catégorie, qui sont les attentes du mois de mars. Je pense notamment à La Syndicaliste de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert. Alors rien que ça, forcément, il y a Isabelle Huppert dans un film, je me dois d'aller le voir. Je recommande à chaque fois dès qu'il y a un film d'Isabelle Huppert qui sort en salle. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont vu en avant-première, qui m'ont dit qu'il était vraiment très cool. J'espère qu'on aura à nouveau une très belle performance d'Isabelle. Le deuxième film, c'est Le Bleu du Caftan, qui est un film marocain qui était à Cannes en 2022, donc il y a très longtemps. J'ai vu beaucoup de gens forcément qui l'ont vu pendant cette période au Festival de Cannes, qui ont dit aussi qu'il était excellent, qu'il était même très bien, que c'était vraiment un très bon film. Du coup, ça m'intrigue pas mal, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Et le dernier film, c'est Ouria de Monia Medour, réalisatrice de Papicha notamment, qui revient encore une fois avec Lina Koudry, qui est devenue en très peu de temps une actrice qui compte beaucoup dans le cinéma français, une actrice que j'aime énormément. Très hâte aussi de voir ce film, j'ai pas forcément eu envie de voir trop par rapport à ce que ça va dévoiler comme intrigue. Je préfère regarder ça pour moi, et je préfère découvrir tout en salle. Très hâte en tout cas. Voilà, c'est tout pour cet avoir. Dites-moi si vous avez des recommandations culturelles du mois, des sorties, des musiques, des films, des trucs comme ça que je pourrais découvrir, ou que vous pourriez faire découvrir aux autres dans les commentaires. Et petit aparté avant de terminer la vidéo, je voulais aussi vous dire que je me suis remis sur TikTok. J'avais commencé, je crois, en 2020. Là, ça fait quelques semaines que j'en fais un par semaine, voire 2 par semaine, et à chaque fois avec des recommandations de films qui sortent, du coup, dans la semaine qui arrive. Et je vous recommande d'aller voir, ça fait du contenu additionnel par rapport à la chaîne YouTube. Sur ce, on repart pour de nouvelles aventures. Ciao!